Tigre est un archer raté capturé par une puissante vierge guerrière après sa défaite au combat. Pourtant, tout change quand elle s'éprend de lui, alors il passe un accord pour protéger sa terre en échange de ses faveurs. Mais avant ça, Tigre est l'unique survivant d'une bataille sanglante où ses hommes ont été massacrés par l'ennemi. En observant le carnage, il revoit la guerre quand Hélène, une guerrière pulpeuse du camp ennemi, a terrassé seule ses hommes. Ce souvenir le traumatise, mais soudain il voit la même guerrière canon s'approcher avec ses soldats. Y voyant sa chance de vengeance, Tigre élimine les 2 gardes de tête avec ses flèches. Pourtant, alors qu'il vise les seins d'Hélène, elle dévie ses flèches sans effort et l'assomme. Le lendemain, Tigre se réveille et voit une mamacita nommée Lim lui enfoncer une épée dans la gorge. Quand il demande ce qu'elle fabrique, Lim explique que c'est sa façon de motiver les gars. Elle lui dit aussi qu'il doit avoir des couilles d'acier pour dormir tranquillement en territoire ennemi. Et en entendant ça, Tigre réalise qu'il est maintenant dans le royaume ennemi. Peu de temps après, Lim emmène Tigre à la salle du trône pour y rencontrer la princesse Hélène. C'est là qu'il découvre qu'il est désormais son esclave et qu'une rançon doit être versée avant qu'il ne puisse être libéré. Puis il va au terrain d'entraînement où Hélène exige qu'il montre ses talents à l'épée pour la divertir. Cependant, après plusieurs tentatives ratées pour atteindre la cible, un soldat peu avenant du nom de Rurik et ses acolytes commencent à se moquer de lui, se demandant pourquoi sa visée est devenue si mauvaise. Tigre analyse l'arc et réalise qu'il a été saboté exprès pour le faire passer pour un nul. Soudain, un assassin rebelle tente d'éliminer la princesse, mais elle parvient à repousser son attaque grâce à la puissance de son vent divin. L'assassin tente de fuir, mais Tigre, avec son arc pourri, le touche à la jambe à 300 miles de là, stupéfiant tout le monde. Plus tard, ce jour-là, la princesse Hélène s'excuse auprès de Tigre après avoir découvert que son arc avait été trafiqué par Rurik et ses acolytes. Elle fait également le serment de leur trancher la tête en guise de punition. Mais lorsque Tigre implore sa clémence en leur faveur, elle opte finalement pour une autre forme de châtiment. Quand Tigre demande pourquoi il est son esclave, Lim intervient. Hélène a eu le coup de foudre pour lui. Hélène confirme, disant qu'elle n'aime pas du tout sa sale tête, mais qu'elle apprécie vraiment ses doigts et toute la magie qu'ils font avec l'arc. Elle lui propose alors d'être son soldat en lui promettant un traitement juste et équitable. Mais Tigre refuse, expliquant qu'il a déjà un foyer où il se sent bien et surtout une bombe qui l'attend chez lui. Le lendemain, Rurik, qui a maintenant l'apparence de Johnny Sins après la punition de la princesse, s'excuse auprès de Tigre pour son comportement et le remercie de lui avoir sauvé la vie. Pendant ce temps-là, 2 servantes sont complètement sous le charme des talents exceptionnels de Tigre en tir à l'arc, après qu'il ait sauvé la princesse, et elles aimeraient bien qu'il leur tire dessus. Tout au long de cette journée, Tigre fait étalage de ses compétences à la Robin des Bois, et tout le monde est en admiration devant lui, certains le suppliant même de leur donner des leçons de tir à l'arc. Après avoir fini de frimer, Tigre va prendre un bain, mais tous les minets sous la douche au petit zizi le détestent pour leur avoir volé toute l'attention. Ne voulant pas d'ennui, Tigre part se baigner seul ailleurs. Mais en chemin, il tombe sur un adorable bébé dragon. Fasciné par le petit, Tigre essaie de jouer avec lui, mais soudain, la princesse Hélène surgit dans son plus simple appareil et explique que le dragon est son animal. Immédiatement, Tigre détourne ses yeux de ses charmes et il s'excuse de l'avoir vu de cette façon. Mais Hélène lui dit que ce n'est rien et l'invite ensuite à venir se laver avec elle. Même si Tigre meurt d'envie de tâter ses fesses, il décline l'offre, sachant qu'elle est une princesse. Plus tard, cette nuit-là, Tigre ne peut s'empêcher de repenser à son moment coquin avec la princesse, mais ses pensées impures sont interrompues par un coup à la porte. Quand il ouvre, il voit une tête de Saitama qui l'informe qu'ils ont capturé un vieil homme du royaume de Brune, qui prétend le connaître. Se précipitant dehors pour voir l'homme en question, Tigre réalise que c'est Bertrand, son serviteur, qu'il croyait mort pendant la guerre, et il est heureux de le voir. Cependant, Bertrand lui dit que ce n'est pas le moment de fêter ça, car une armée de 3000 hommes avance vers sa demeure, l'Alsace. Choqué d'apprendre cela, Tigre se précipite vers la porte pour partir, mais il rencontre Hélène qui lui dit qu'il n'ira nulle part. Pendant ce temps, dans le royaume de Brune, un puissant seigneur nommé Thénardier ordonne à son fils au visage balafré, Zion, de marcher sur l'Alsace avec 3000 hommes. En plus de cela, le seigneur maléfique lui donne aussi la permission d'utiliser des dragons pour intimider ses ennemis. Excité par l'opportunité de rendre son papa fier, Zion rit comme un maniaque et est prêt à brûler la maison de Tigre. De l'autre côté du continent, Tigre supplie la princesse Hélène de le laisser partir, mais elle refuse. À ce moment-là, il remarque qu'Hélène porte une tenue de stripteaseuse, et Hélène, captant son regard sur son corps galbé, explique qu'elle s'est habillée ainsi pour qu'il ne se dégonfle pas comme la dernière fois. En entendant cela, Tigre se rappelle leur moment coquin, ce qui réveille son dragon intérieur. Cependant, sachant que ce n'est pas le moment pour des bêtises, il réprime vite son envie et insiste sur le fait qu'il doit partir.
Quand Hélène lui rappelle qu'il est son prisonnier, Tigre promet de revenir dès qu'il aura fini de protéger sa demeure. Hélène demande alors comment il compte protéger sa maison, et quand Tigre est incapable de répondre, elle lui rappelle qu'il n'est qu'une seule personne contre 3000 hommes. Même Superman aurait du mal, alors elle dégaine son épée et lui dit que s'il veut tant mourir, elle ferait mieux de lui couper le zizi pour son usage nocturne. Réalisant qu'Hélène n'a aucune intention de le laisser partir, Tigre commence à réfléchir de tout son soul à une alternative. C'est alors qu'il réalise qu'Hélène aurait pu le tuer depuis le début, mais qu'au contraire, elle lui offre secrètement une chance de sauver son peuple. Sur ce, il la supplie de lui prêter son armée, et tout le monde, y compris Lim, est choqué par son audace. La princesse Hélène rit parce qu'il est plus drôle qu'un clown, mais juste après, elle dit qu'elle est impressionnée par son courage. Elle accepte alors de lui prêter son armée, mais au prix de posséder toute l'Alsace, et Tigre accepte tant qu'elle promet de gouverner équitablement. Pour prouver qu'elle tiendra sa promesse, la princesse Hélène lève son épée et ordonne à son armée de se préparer au raid. En préparation de la bataille, la princesse Hélène et Lim enfilent leur armure dans la salle de commandement, mais soudain Tigre apparaît, toujours vêtu comme un moins que rien. Quand Hélène lui demande s'il va se battre sans armure, Tigre lui rappelle qu'il est le personnage principal de l'animé. Malgré cela, Lim estime qu'il doit rester présentable même face au danger, alors elle l'aide à se recoiffer. Jalouse, Hélène s'y met aussi pour lui donner le relooking dont il a tant besoin. Après l'avoir transformé en un véritable Justin Bieber, des heures plus tard, alors qu'il chevauche vers le royaume de Brune, Hélène s'inquiète que les ennemis aient une armée de 3000 hommes, alors qu'ils n'ont que 1000 soldats. Mais Tigre la rassure, ce ne sera pas un problème car il connaît le terrain d'Alsace mieux que quiconque et ils peuvent l'utiliser à leur avantage. Pendant ce temps, à Brune, l'un des hommes de Thénardier s'interroge sur la nécessité d'une attaque contre l'Alsace, alors Thénardier explique qu'il doit raser l'Alsace pour prendre l'avantage sur ses seigneurs rivaux. Même si l'Alsace est la région la plus reculée du royaume, Thénardier préférerait la détruire plutôt que de la laisser tomber entre les mains de ses concurrents. Le lendemain matin, Zion et ses troupes atteignent enfin l'Alsace. Cependant, avant qu'ils ne commencent à semer la destruction, Tita, la jolie servante de Tigre, aide à évacuer les gens vers le temple, sachant que le temple est le dernier endroit que Zion oserait profaner. Après s'être assurée que tout le monde est à l'intérieur du temple, elle décide de rester au manoir, espérant ardemment que son maître, Tigre, revienne. Le jour où Tigre est parti au combat, il avait promis de revenir, alors Tita croit fermement qu'il tiendra sa parole. À ce moment-là, les troupes de Zion forcent la porte de la ville et commencent à détruire toute la cité. Pendant ce temps, Zion observe depuis une colline, savourant la destruction qui se déroule. Pour parfaire son divertissement, il aimerait réduire la ville en cendres avec son dragon, mais il se souvient que son père lui a formellement interdit d'approcher le dragon de la ville. Comme il ne peut pas attaquer les gens dans le temple, Zion repère soudain le manoir de Tigre et sourit comme s'il venait de débloquer un trophée rare, réalisant qu'il vient de trouver une autre source de divertissement. Quelques minutes plus tard, Tita remarque soudain que quelqu'un s'est introduit dans le manoir, alors elle descend les escaliers pour voir de qui il s'agit. Quand elle voit que c'est Zion et son visage balafré, elle prend peur et tente de s'enfuir. Mais Zion l'attaque immédiatement en déchirant son tablier, puis l'immobilise pour s'amuser un peu avec elle. Soudain, sa main immonde est clouée au mur par une flèche, ce qui le surprend. Alors que le sang de sa main commence à couler sur son visage de gargouille, Zion panique et se met à hurler pire qu'une fille dans un film d'horreur. À ce moment-là, Tigre et Hélène arrivent à cheval et Tigre crie à Tita de sauter. Tita obéit et alors qu'elle saute du balcon, Tigre saute de son cheval pour la rattraper. Mais il manque de s'écraser au sol, alors Hélène utilise son arme divine pour contrôler le vent et les aider à atterrir en toute sécurité. Tita est heureuse de revoir enfin son maître, mais Tigre se demande pourquoi elle a choisi de rester au manoir au lieu de se cacher avec les autres dans le temple. Tita explique alors qu'elle voulait sauver son arc noir, mais Tigre la réprimande pour avoir risqué sa vie pour un simple arc. Pourtant, Tita insiste sur le fait qu'elle ne pouvait pas l'abandonner car il le lui avait confié. Touché par sa loyauté, Tigre la serre dans ses bras et la remercie, ce qui rend Hélène jalouse car ses melons gigotent bien plus que ceux de Tita. Soudain, Tigre est attaqué par une flèche, mais il l'attrape comme Spider-Man et la renvoie aussitôt à l'expéditeur, le touchant à l'œil et mettant fin à sa vie pathétique. Cependant, attraper la flèche à main nue blesse sa paume, alors Tita déchire un morceau de son vêtement pour panser sa plaie. Malgré sa blessure, Tigre est prêt à se battre, alors Hélène ordonne à son armée de poursuivre les ennemis. Alors que Tigre tente de suivre, il réalise que son arc s'est brisé lors de l'attaque, alors Tita lui donne l'arc sacré de son défunt père. Tigre se souvient que son père l'avait prévenu de n'utiliser cet arc qu'en cas de nécessité absolue, alors il le prend des mains de Tita.
Et lorsqu'ils bandent l'arc, l'aura qui s'en dégage contrôle le flux de la nature tout autour d'eux. Plusieurs heures plus tard, la première phase de la bataille terminée, la princesse Hélène et ses troupes ont éliminé 300 hommes de Zion, mais certains se sont échappés pour rejoindre l'armée principale et se réorganiser. En préparation de cette phase, Hélène revoit sa stratégie avec Tigre et les autres commandants. Elle s'inquiète car Zion a encore 2700 hommes, ce qui signifie qu'ils sont toujours 3 fois plus nombreux. Lorsqu'elle demande si Tigre sait où les ennemis vont fuir, il lui montre une plaine sur la carte et est convaincu que c'est là que Zion et ses hommes se trouveront. Pendant ce temps, Zion perd la tête parce que sa main a été blessée par Tigre. Cependant, comme il a plus d'ego que de jugeote, ce type agaçant refuse de reculer et est déterminé à se venger. Cette fois, il prévoit de diviser ses soldats pour attaquer stratégiquement plutôt que de foncer tête baissée. De plus, pour s'assurer que sa défense soit plus serrée que la boîte à biscuits de ta copine, il prévoit d'utiliser ses dragons. Pendant ce temps, au village, Tita mobilise les femmes pour qu'elles participent aussi à la guerre en fournissant des cordes solides pour la bataille. Pendant ce temps, Lim observe et s'étonne de voir jusqu'où les habitants d'Alsace sont prêts à aller pour Tigre. Plus tard, dans la salle de stratégie, Hélène annonce qu'elle et Tigre attaqueront Zion et ses hommes en premier, tandis que Lim viendra en renfort avec le reste des troupes. Pendant qu'il planifie, Tita entre avec un plateau pour servir le thé à tout le monde. Après avoir posé le plateau sur la table, elle demande timidement à Hélène pourquoi elle colle son papa comme une traînée. Hélène lui dit que Tigre lui appartient et Tigre confirme que ce qu'elle dit est vrai. Mais malgré cela, Tita s'enfuit, jurant de ne jamais céder la super viande de son maître à n'importe quelle traînée. Tigre s'enquiert ensuite des chevaux laissés par les soldats ennemis en fuite et Hélène suggère de les abandonner. Mais Tigre n'est pas d'accord, affirmant qu'il a un plan pour les utiliser au combat. Peu après, Hélène et Tigre, avec environ 400 soldats, sont prêts à affronter Zion et ses troupes de front. Levant son arme divine vers le ciel, Hélène ordonne à son armée d'attaquer. Et alors qu'ils chargent tous vers l'ennemi, elle utilise le pouvoir du vent pour parer les flèches adverses. Immédiatement, Tigre abat 3 soldats ennemis avec ses flèches, et Hélène est impressionnée par l'agilité de ses doigts et espère secrètement pouvoir s'en servir. En s'approchant de l'ennemi, Hélène massacre les soldats comme s'ils n'étaient rien et les transforme facilement en cadavres. Mais soudain, ils entendent le son assourdissant d'une trompette, et sous leurs yeux, un énorme dragon terrestre de l'armée de Zion apparaît. Alors qu'Hélène et ses hommes ne peuvent pas dépasser le dragon, les troupes de Zion les prennent de flanc. Tigre tire sa flèche sur le monstre, mais il réalise que la peau du dragon est plus dure que l'acier. Soudain, Zion arrive avec sa tête de rat et commence à jacasser sans arrêt sur la façon dont son plan de guerre a surpassé le leur. À peu près au même moment, Lim et le reste des soldats attaquent par derrière, ce qui force l'armée de Zion, qui flanquait les soldats d'Hélène, à battre en retraite. Pendant ce temps, Hélène défie la bête terrestre et, sous les yeux de tous, elle déchaîne un tourbillon terrifiant capable de fendre la terre en deux. Alors que le dragon charge vers elle, elle lui envoie le tourbillon terrifiant et, en quelques secondes, le dragon se fend en deux comme un oignon. Voyant cela, Tigre demande pourquoi elle n'a pas utilisé ce pouvoir pour vaincre les ennemis, au lieu de leur faire perdre du temps. Hélène explique alors que ce pouvoir est trop puissant et qu'elle s'abstient donc de l'utiliser contre des humains. À ce moment-là, Monsieur Craneduff annonce que Zion envoie plus de troupes, alors Lim ordonne à son équipe de battre en retraite comme prévu. Alors qu'ils se replinent vers la colline, les forces de Zion les poursuivent, mais ces idiots ignoraient que c'était un piège. Soudain, des cordes surgissent du sol, les faisant trébucher les uns sur les autres. Saisissant l'occasion, Lim et ses hommes contre-attaquent et battent sans effort les soldats de Zion. Pendant ce temps, Zion reçoit un rapport indiquant qu'environ 2000 hommes de l'armée de Tigre approchent par l'arrière. Comme il ne lui reste que 600 hommes, Zion réalise qu'il n'a aucune chance de gagner cette guerre. Un soldat avec une crête ridicule suggère alors d'envoyer les 2 autres dragons ailés, mais Zion le frappe au visage car le dernier dragon envoyé a été découpé en 2 comme du bœuf. Frustré, Zion ordonne à son armée de battre en retraite immédiatement, mais ce que ce moche décérébré ignorait, c'est que Tigre avait amené 2000 chevaux sans cavaliers pour simuler une armée plus grande. Quand les autres commandants de Zion apprennent la retraite, ils réalisent qu'ils auraient mieux fait de rester chez eux à jouer à Call of Duty plutôt que de faire une guerre insensée avec un perdant idiot. Alors que les hommes de Zion battent en retraite, Hélène et son armée en profitent pour les attaquer par derrière. Après avoir massacré la majeure partie de l'armée de Zion, ils finissent par se retrouver face à face avec Zion et ses derniers soldats. À leur approche, Tigre demande aux moches perdants de se rendre, mais Zion refuse, déterminé à rester un méchant quoi qu'il arrive. Excédé par son entêtement, Tigre jure de lui faire payer le pillage de ses terres et le massacre de son peuple.
Malgré cela, Zion s'en fiche royalement et continue de dire du mal de son peuple. Il défie ensuite Tigre en duel, et Tigre accepte, impatient de réduire ce fier avorton en bouillie avant de l'envoyer en sacrifice à son bon à rien de père. Avant que le duel ne commence, Zion insiste pour que Tigre utilise une lance au lieu de son arc sans valeur. Mais en réponse, Tigre tire sa première flèche, que Zion bloque avec son bouclier. Alors que Zion se moque de sa visée, Tigre continue de tirer plusieurs flèches au même endroit sur son bouclier jusqu'à ce qu'une flèche finisse par le transpercer et lui blesse la main. À cause de la douleur insupportable, Zion hurle comme un pauvre petit bébé qui réclame sa maman. Voyant leur chef souffrir, son armée charge et l'armée d'Hélène contre-attaque, les deux armées s'affrontent alors violemment. Soudain, le dragon ailé s'envole et tout le monde comprend que Zion tente de s'enfuir comme le lâche pathétique qu'il est. Refusant de le laisser filer, une voix émanant de l'arc de Tigre lui ordonne de viser le dragon. Alors que Tigre obéit, sa flèche se met à briller intensément, et en voyant cela, Hélène réalise que son arme divine prête ses pouvoirs à Tigre. Avec une visée digne d'un record du monde, Tigre décoche sa flèche à des kilomètres dans le ciel, et elle abat Zion et son dragon, les faisant s'écraser dans l'océan. Leur chef n'étant plus qu'un lointain souvenir, l'armée de Zion perd l'envie de se battre et se rend, et l'Alsace est enfin sauvée. Le lendemain matin, Tita prépare du pain pour son maître et se réjouit qu'il soit enfin de retour à la maison. Cependant, en apportant le pain dans sa chambre, elle surprend Tigre avec l'épée d'Hélène sous la gorge et panique. Plus tard, au petit déjeuner, Tita réprimande Hélène, qui tente désespérément de séduire son maître, mais Tigre lui dit de se calmer, expliquant que c'est pour son évolution. Hélène révèle ensuite qu'elle va retourner dans son royaume, Jygted, puis demande à Tigre ce qu'il compte faire désormais. Mais Tigre reste silencieux, car il n'a aucune idée de la prochaine étape. Le lendemain, alors qu'Hélène s'apprête à partir, Lim lui demande pourquoi elle a tant confiance en Tigre, et Hélène explique qu'au-delà de ses pouvoirs, elle aimerait aussi s'amuser avec lui un jour. Avant de partir pour la capitale, voir le roi de Jygted, Hélène ordonne à Lim de rester ici pour s'occuper de son homme, et Lim accepte. Pendant ce temps, dans l'empire du duc Thénardier, le duc en deuil est furieux de la mort de son fils et fera tout pour se venger. Quand son conseiller à l'allure effrayante demande quoi faire du comte Tigre et de sa guerrière, Thénardier révèle qu'il va engager les frères Suresh pour l'éliminer. Les frères Suresh sont un groupe d'assassins notoires, et pour les guerrières, il prévoit d'en envoyer une autre pour l'affronter. Plusieurs semaines plus tard, Hélène arrive à la capitale pour faire son rapport au roi de Jygted. Dans la salle du trône, le roi Oser de Gandalf exige de savoir pourquoi elle a mené une armée en territoire Bruin sans permission. Le roi s'attendait à ce qu'elle ait l'intention de s'emparer de tout le pays de Bruin. Cependant, il est déçu quand Hélène explique que c'est parce qu'elle a été engagée par le comte Tigre pour protéger son petit village. Avant que le roi ne puisse la punir, une guerrière aux formes généreuses nommée Sophia arrive pour plaider en faveur d'Hélène, et comme le vieux roi coquin est un grand amateur, il accepte immédiatement de pardonner les fautes d'Hélène. Après avoir quitté le roi, Hélène reste seule dans la cour, pensant à Tigre et à sa longue flèche. Soudain, une autre vierge de guerre nommée Louri, qui déteste Hélène, arrive pour se moquer d'elle car elle a failli être punie par le roi. Cependant, Hélène n'est pas d'humeur pour ses bêtises, alors elle lui dit de revenir quand elle aura une plus grosse poitrine. Cela énerve Louri, mais juste au moment où elles vont en venir aux mains, Sophia les arrête avec ses énormes seins et leur montre qu'il y a des niveaux à tout ça. Après le départ furieux de Louri, Sophia révèle à Hélène que Louri a une liaison avec le duc Thénardier du royaume de Brune. Choquée, Hélène se demande comment une petite fille comme Louri va supporter le gros duc, mais Sophia explique que la liaison dont elle parlait n'est pas ce qu'elle croit, mais plutôt que Louri doit servir Thénardier à cause de leurs liens familiaux. Pendant ce temps, en Alsace, Tigre et Tita reviennent de la ferme et trouvent Machas, l'ami de son père, et Lim, qui les attendent déjà. Alors qu'ils discutent, Machas interroge Tigre sur ses projets, et Tigre révèle qu'il a l'intention d'attaquer le duc Thénardier. Surpris, Machas lui demande si c'est vraiment ce qu'il veut, et Tigre répond que oui, expliquant qu'en tant que seigneur d'Alsace, il doit défendre son peuple. Sur ce, Machas part pour la capitale, pour discuter du plan de Tigre avec le roi, tandis que Tigre va de comté en comté pour chercher des alliances. Quelques jours plus tard, Lim emmène Tigre voir Hélène dans une cachette secrète. Là, Hélène informe Tigre qu'elle a reçu la permission du roi de Jygted de le soutenir. Cependant, elle mentionne bien que l'autorisation du roi est assortie d'une condition. Si jamais l'Alsace devenait son territoire, elle devrait alors impérativement la remettre au roi.
Tigre est contrariée, mais Hélène lui dit de se calmer, disant qu'elle n'a pas encore fini. Elle révèle ensuite que leur plus grande menace n'est pas le roi, mais une autre vierge de guerre plus plate que la table devant eux. Juste après, Louris fait irruption dans la pièce comme une pub indésirable et exige qu'Hélène arrête de dire du mal d'elle dans son dos. Elle se présente ensuite à Tigre comme l'une des plus fortes vierges de guerre et la porteuse de la lance purificatrice. Voulant être amicale, Tigre tend la main, mais Hélène l'avertit de rester à 2 mètres de cette traînée toute plate. Ignorant l'insulte, Louris insiste pour parler à Tigre en privé, et Tigre accepte. Peu de temps après, ils partent dans les bois pour avoir une discussion privée, mais Hélène et Lim les suivent de près car elles ne font absolument pas confiance à cette reine de la drague informe. Quand Tigre demande de quoi Louris veut parler, elle lui dit qu'elle travaille pour le duc Thénardier, puis l'avertit qu'il n'a aucune chance contre lui. Soudain, Tigre repère un piège, et alors qu'ils arrêtent leurs chevaux, ils réalisent qu'ils sont encerclés par des assassins. Immédiatement, Hélène soupçonne que les assassins en ont après Tigre, alors elle sort son épée pour le défendre. Soudain, une flèche venue de nulle part manque de peu Tigre, mais il parvient à esquiver l'attaque. L'assassin se montre alors et tente d'attaquer avec une fléchette empoisonnée, mais Hélène la dévie avec sa lame. C'est alors qu'elle réalise que les frères Suresh sont responsables de l'attaque. Alors qu'un autre assassin s'élance, Tigre l'achève d'une flèche, tandis qu'Hélène en tranche un autre, versant sa sauce tomate. Pendant qu'ils se battent, un serpent venimeux surgit et mord Lim en plein dans ses globes laiteux, mais Hélène le tranche avant qu'il ne fasse plus de dégâts. Aussitôt, Tigre commence à presser les énormes melons de Lim pour en extraire le venin tout en essayant de calmer son soldat au garde-à-vous. À ce moment-là, le reste des assassins bondit de leur cachette pour attaquer. Cependant, Louris en a assez et active sa magie glaciale, faisant jaillir du sol des lances de glace qui mettent fin à leur vie insignifiante. Après avoir désintégré les lances, Louris traite Hélène de débutante incapable pour ne pas avoir su protéger sa suivante, puis s'en va. Pour que Lim reçoive les soins appropriés, Tigre et Hélène montent à cheval et rentrent chez eux. Plusieurs jours après, Lim se rétablit, et sous la douche, Hélène lui dit qu'elle devrait remercier Tigre car c'est lui qui l'a sauvée en trayant sa poche crémeuse. En entendant cela, Lim est gêné, mais Hélène promet de récompenser Tigre pour son acte héroïque. Pendant ce temps, alors que Tigre entre se doucher, il tombe sur Louris en tenue légère et reste pétrifié. Dégoûtée par sa présence, Louris saisit sa lance pour en finir avec lui, mais elle décide finalement de l'assommer. Plus tard, en se promenant en ville, Tigre sent encore la douleur du coup reçu par Louris. En chemin, il tombe sur de la cuisine de rue onctueuse et Hélène commence à s'empiffrer. Louris fait mine de ne pas être intéressé, se croyant trop noble pour manger de la nourriture de la plèbe. Pourtant, en voyant Hélène manger avec tant d'enthousiasme, elle meurt d'envie d'en faire autant. Remarquant que la fille perchée a secrètement envie de manger, Tigre lui offre sa sauce blanche crémeuse en guise d'excuse pour avoir vu son contenu OnlyFans. Après avoir fait semblant de refuser, Louris accepte et quand elle commence à avaler son lait, Hélène, jalouse, attrape Tigre par le col. Elle menace de le frapper là où ça fait mal s'il continue de flirter avec Louris, puis réalise que tout le monde les regarde, ce qui l'embarrasse. Lassé par les crises d'Hélène, Louris dit à Tigre qu'il est gentil, mais qu'il n'est pas son genre puisqu'il est le chien fidèle d'Hélène. Alors que Louris s'éloigne furieuse, Hélène soupçonne la planche à pain de tramer quelque chose et ordonne à Lim de renforcer la frontière. Comme prévu, le lendemain, Louris rassemble plus d'1 million de soldats aux abords de la frontière d'Hélène, prête pour la guerre. Alors que l'armée de Louris avance, Hélène demande à Tigre s'ils doivent l'affronter ou envoyer des troupes à Alsace pour se concentrer sur Thénardier. En réponse, Tigre suggère d'envoyer un émissaire de paix à Louris pour tenter de la calmer. Cependant, même après l'envoi de l'émissaire, Louris refuse de reculer et continue de faire avancer ses troupes vers la frontière d'Hélène. Par conséquent, Hélène est obligée de regrouper ses forces et de marcher vers la frontière pour faire face à Louris. Apprenant qu'Hélène arrive, Louris ordonne à ses généraux de la vaincre, car elle n'a aucune intention de rompre son alliance avec le duc Thénardier. Quelques jours plus tard, sous une neige glaciale, le premier round de la bataille commence entre les deux armées. Mais après avoir combattu jusqu'au coucher du soleil, aucun camp ne parvient à remporter la victoire. Plus tard dans la nuit, au camp d'Hélène, celle-ci admet que les défenses de Louris étaient parmi les meilleures qu'elle ait jamais vues. Cependant, elle assure à Tigre que dès le lendemain, elle mènera personnellement la charge et s'assurera d'anéantir toutes les armées de Louris. Mais Lim pense qu'elle bluffe, car selon les rumeurs, ni Louris ni Hélène n'avaient pu se vaincre lors d'un duel en tête-à-tête. Très tôt le lendemain, Lim informe Hélène que Louris et son armée se sont complètement retirés et sont désormais retranchés dans les monts Tatra. En entendant cela, Hélène réalise qu'elle a été surpassée par Louris, car les monts Tatra sont le point de vue le plus défensif de toute la région, avec un seul chemin y menant.
Plus tard dans la journée, Tigre et Hélène surveillent les monts Tatra et Hélène réalise que Lourri a utilisé de la glace pour renforcer les défenses structurelles de la porte, rendant toute pénétration impossible. Pourtant, elle est convaincue qu'elle trouvera un moyen d'entrer et de gagner le combat quoi qu'il arrive. Cependant, après que son armée a tenté de détruire les défenses de la citadelle avec toutes les armes dont elle dispose, toutes leurs tentatives s'avèrent être un échec total. Aucun des deux camps ne voulant renoncer à son avantage défensif, la bataille se retrouve dans une impasse totale. Plus tard dans la nuit, Hélène s'impatiente et déclare qu'elle utilisera ses pouvoirs pour contourner la cachette de l'ennemi et les anéantir tous. Mais Lim pense que l'idée est stupide, puis demande à Tigre ce qu'il en pense. Avant que Tigre ne puisse dire un mot, Hélène lui rappelle qu'il lui appartient, il doit donc la soutenir. Malgré tout, Tigre lui dit qu'elle est importante pour lui et qu'il ne voudrait pas voir ses jolies fesses se transformer en glaçons, alors il propose un nouveau plan. Quelques jours plus tard, Tigre se rend dans les monts Tatra vêtu d'une peau d'ours. Il se souvient qu'il y a 3 jours à peine, Lim lui avait dit que les peaux d'ours étaient surtout portées par les chasseurs de la région et que cela lui éviterait d'attirer l'attention sur lui. Alors que Tigre poursuit son voyage vers les monts Tatra, le froid le ronge et il commence à ressentir la faim et la soif. Soudain, il aperçoit un renard, alors il le chasse immédiatement avec sa flèche. Cependant, alors qu'il s'approche du renard mort, Lourri surgit soudainement et lui demande si c'est lui qui a abattu le renard. Quand Tigre prétend que c'est lui, Lourri pense que c'est un menteur dégoûtant. Mais alors que Tigre tire une autre flèche au loin vers un tas de neige, elle est déconcertée et s'excuse d'avoir douté de lui. Au coucher du soleil, ils s'abritent tous les deux dans la grotte, où Lourri demande à Tigre d'enlever sa peau. Mais Tigre refuse, affirmant que c'est interdit dans son village et qu'un vrai mâle alpha ne doit jamais l'enlever. Vu l'habileté de Tigre à l'arc, Lourri lui demande de rejoindre son armée. Mais Tigre refuse à nouveau, affirmant qu'il doit retourner dans sa ville natale. Ne voulant pas paraître trop désespéré, Lourri décide de ne pas insister davantage et lui propose plutôt un peu de son thé crémeux. Alors que Tigre prend une gorgée, il complimente son goût, ce qui fait sourire Lourri, ravi qu'il l'apprécie. Voir son sourire surprend Tigre, car il ne s'était jamais attendu à ce qu'une renarde au cœur si froid sourit aussi innocemment. Le lendemain matin, Lourri dit au revoir à Tigre et retourne à la citadelle. Cependant, remarquant les traces de pas qu'elle a laissées, Tigre les suit et elle le mène directement à la citadelle. Le jour suivant, Tigre mène Hélène et leurs troupes à la citadelle pour s'y faufiler, car l'arrière est peu gardé. Pourtant, à leur arrivée, ils réalisent que Lourri a fortifié l'arrière par mesure de précaution. Tigre suggère alors de faire demi-tour, mais Hélène refuse d'abandonner et fonce vers l'entrée. En dégainant son arme divine, elle invoque un puissant tourbillon et le lance sur l'entrée, détruisant tout sur son passage. Cependant, elle réalise que son attaque n'a fait qu'ébrécher la porte. Mais à ce moment-là, les archers de Lourri dans la citadelle commencent à faire pleuvoir des flèches sur elle. Tigre la sauve donc immédiatement avant qu'elle ne finisse en passoire. Au lieu d'être reconnaissante, Hélène est furieuse que Tigre ait gâché son moment de gloire. Mais Tigre lui dit qu'elle aurait fini dans un sac mortuaire s'il n'avait pas sauvé ses fesses. Après avoir bien réfléchi à la situation, Tigre va solliciter l'aide de l'arme divine d'Hélène et, grâce à la puissance du vent, il va lancer une flèche directement sur l'entrée, la détruisant d'un seul coup. Aussitôt, Hélène et son armée chargent dans la citadelle, tandis que Tigre élimine un archer au balcon. Soudain, Lourri surgit pour corriger Hélène, mais celle-ci jure de lui donner une bonne leçon d'humilité. Alors qu'elle charge, leurs armes s'entrechoquent et le combat semble parfaitement équilibré. Lourri tente de frapper, mais comme Hélène esquive ses attaques, Lourri invoque des éclats de glace du sol. Sautant dans les airs, Hélène réplique avec un tourbillon puissant qui brise tous les éclats de glace. Mais Lourri ne recule pas, elle passe en mode Reine des Neiges et gèle tout le champ de bataille. Mais Hélène a une longueur d'avance et saute sur un piédestal pour éviter de patiner inutilement. De là-haut, elle se moque de Lourri et de son manque de petit ami, ce qui l'enrage, alors elle lui envoie un mur de glace. Pourtant, Hélène l'évite, et alors qu'elle charge à nouveau, elle libère des pouvoirs causant une explosion atomique dévastatrice. L'explosion laisse Tigre pantois, car c'est la première fois qu'il voit des vierges de guerre s'affronter. La poussière retombée, Hélène et Lourri sont épuisés, s'étant mutuellement exténués. À cet instant, l'un des frères Suresh profite de leur fatigue pour attaquer Lourri, mais il est fauché avant d'avoir pu accomplir sa mission. Tigre ayant décoché la flèche fatale, Lourri réalise qu'il est le même chasseur à la peau d'ours à qui elle a offert du thé il y a 2 jours. Après avoir giflé Tigre pour l'avoir trompé, Lourri lui demande pourquoi il l'a sauvé, et Tigre avoue l'avoir fait par gratitude pour son délicieux thé. Troublé par ces paroles, Lourri exige de savoir ce qu'il attend d'elle, et Tigre répond qu'il veut juste qu'elle cesse d'être indiscrète et se tienne loin des affaires de son pays.
Tigre affirme ne vouloir que la paix pour sa patrie. En entendant ces mots, Laurie est convaincue de son honnêteté. Elle annonce alors que, dorénavant, elle ne se mêlera plus des affaires de Brune et qu'elle ne soutiendra plus le duc Thénardier. Suite à cette déclaration, Hélène a désormais la liberté de se concentrer sur la guerre contre Thénardier. Cependant, Thénardier a déjà un coup d'avance, car il recrute Roland, le meilleur guerrier de Brune, qui manie l'arme divine Durandal, capable de décimer des milliers de soldats d'un seul coup. Peu après, Roland reçoit une lettre du roi de Brune lui ordonnant de réprimer les insurgés, et Roland réalise que cela signifie qu'il devra s'occuper de Tigre et de tous ses alliés. Un mois plus tard, Tigre retourne en Alsace avec 5000 chevaliers, et il reçoit également d'autres soldats de ses alliés. Mieux équipé, Tigre commence à rapprocher ses soldats des frontières de Thénardier en vue d'une guerre. Là, il établit une base d'opération, mais avec des soldats de différents camps dans son armée, les conflits sont inévitables. Cependant, Tigre gère le conflit comme un vrai chef et parvient à les réconcilier. Quelques jours plus tard, Tigre rencontre les chefs des villages environnants et ils promettent de soutenir sa mission avec des vivres et tout ce dont il pourrait avoir besoin. De retour de la Réunion, Tigre s'accorde une pause loin des activités de guerre et se détend en plein champ. Soudain, il est attaqué pour jouer par le bébé dragon d'Hélène et finit par tomber dans un ruisseau voisin. Alors que le dragonneau s'envole, Sophia surgit soudainement des buissons à sa poursuite, ses formes généreuses s'agitant au rythme de sa course. Alors que Tigre lutte pour contenir son excitation, Sophia, sans le remarquer, le percute de plein fouet et la scène est digne du cinéma. À ce moment-là, Hélène arrive, cherchant aussi son bébé dragon, mais elle tombe plutôt sur un thriller pimenté. Plus tard, sous la tente, après s'être présentée, Sophia remercie Tigre d'avoir accueilli ses formes généreuses comme un homme et Tigre accepte ses remerciements. Sophia dit ensuite qu'elle est venue en visite officielle en tant qu'envoyée du roi de Brune. Elle explique qu'après avoir rendu visite au roi, elle a découvert qu'il était malade, elle n'a donc pas pu le rencontrer en personne. Cependant, elle a été chargée de transmettre un message du roi à Tigre. Il a été officiellement déclaré fugitif pour trahison. En guise de punition, il sera déchu de son titre de comte d'Alsace et traité comme un criminel. Plus tard cette nuit-là, alors que Tigre aiguise ses flèches, il n'arrive toujours pas à croire qu'il a été marqué comme traître pour avoir tenté de défendre sa patrie. Pendant ce temps, dans la tente, Sophia assure à Hélène que les autres vierges de guerre resteront à l'écart du conflit. Cependant, elle s'inquiète que les alliés de Tigre ne l'abandonnent maintenant qu'il est considéré comme un traître. La semaine suivante, alors que Roland et ses 2 millions de soldats avancent, Tigre est informé de l'attaque imminente. Le même jour, les alliés de Tigre craignent pour leur vie et sont prêts à cesser de le soutenir. Mais quand Tigre leur ordonne de se ressaisir et d'arrêter de faire les poules mouillées, ils décident enfin de se battre. Le soir même, Tigre et ses armées se positionnent sur le champ de bataille, prêts à affronter Roland et ses hommes. Au début de la bataille, Roland décime des milliers de soldats de Tigre d'un seul coup de sa Durandal. Quand Hélène le voit massacrer ses troupes en si grand nombre, elle comprend qu'elle doit s'occuper de lui. Elle fonce sur lui et leurs armes s'entrechoquent, mais la puissance de Roland fait vibrer tout son corps. Réalisant qu'Hélène est une vierge de guerre, Roland reconnaît sa force mais jure d'accomplir sa mission malgré elle. À ce moment, une autre vague de l'armée d'Hélène charge Roland, mais il les fauche tous d'un seul coup. Alors qu'Hélène charge à nouveau, leurs lames s'affrontent avec fureur, mais le coup de Roland est si puissant qu'elle est désarçonnée et tombe de son cheval. Voyant à quel point il est fort, Hélène songe à utiliser son art du dragon divin, mais alors que Roland continue de l'attaquer, Tigre surgit pour l'aider. Roland délaisse Hélène pour charger Tigre, mais celui-ci esquive son attaque avant de décocher une flèche vers le ciel. Après avoir récupéré Hélène au sol pour s'enfuir, Tigre est pris en chasse par Roland de toutes ses forces. Mais soudain, la flèche que Tigre a lancée vers le ciel fait un tour de 360 degrés et transperce le cheval de Roland, le faisant s'écrouler lourdement au sol. Roland comprend alors que Tigre n'a pas raté sa cible, mais qu'il visait bel et bien son cheval. Pendant ce temps, après avoir pris de la distance, Hélène découvre que Tigre est blessé par le coup de Roland. Avant qu'elle ne puisse agir, l'armée de Roland les poursuit, mais Sophia apparaît et promet de gérer la situation. Après avoir fait fuir leur cheval, Sophia éveille son pouvoir divin, Falvarna, et une lumière jaillit de son sceptre. Alors que les hommes de Roland se précipitent sur elle, le sceptre de Sophia crée un mur de lumière dorée pour les empêcher d'avancer. Mais Roland reste impassible face à son pouvoir, et, bien décidé à mener à bien sa mission, il utilise la force incroyable de sa Durandal pour briser la paroi dorée que Sophia avait créée. Puis il fonce sur elle, et après un affrontement féroce, Sophia comprend que cet homme n'est que problème. Alors, elle jette un sort et disparaît purement et simplement. En la voyant disparaître, Roland comprend que Sophia voulait seulement faire gagner du temps à ses amis.
C'est alors qu'un soldat rapporte qu'un renfort inconnu les a attaqués par l'arrière, tuant 300 hommes. Ces renforts étaient menés par Machass, de retour de sa visite chez le roi dans la capitale. Pour faire face à l'urgence, Roland ordonne à ses hommes de cesser la poursuite et de se mettre en formation. Juste après avoir dit cela, Roland se remémore les jours passés. Après avoir reçu l'ordre d'éliminer Tigre et son alliance, il s'était rendu à la capitale pour voir le roi. Mais le duc Thénardier et un autre duc aux airs de troll nommé Ganelon l'ont empêché de voir le roi, affirmant que celui-ci était malade et incapable de recevoir qui que ce soit. Ils ont ordonné à Roland de poursuivre la mission d'élimination de Tigre en l'assurant que l'ordre venait directement du roi. Dans le présent, Roland pense que Thénardier et Ganelon ne sont rien d'autre qu'une paire de menteurs dégoûtants auxquels on ne peut pas faire confiance. Cependant, il décide de terminer sa mission avec Tigre au plus vite afin de pouvoir enfin parler au roi. Pendant ce temps, Tigre est ramené au camp où ses blessures sont pansées, mais sa fièvre est très élevée. Plus tard dans la journée, Machass arrive au camp et annonce à tout le monde qu'il n'a pas pu obtenir d'audience avec le roi. Quelques jours plus tôt, à son arrivée au palais, il avait découvert que le duc Thénardier et Ganelon y dirigeaient désormais tout. Cependant, comme le Premier ministre était un vieil ami, il lui a secrètement permis d'accéder à la chambre privée du roi où il a découvert que celui-ci avait perdu la raison suite au décès de son fils. Cette nuit-là, Hélène entre dans la tente de Tigre et demande à Tita de foutre le camp, disant qu'elle a besoin d'avoir une conversation privée avec son homme. Tita obéit comme une gentille fille et après son départ, Hélène prend doucement la main de Tigre et la place sur ses coussins moelleux pour qu'il puisse sentir ce qui lui manque. Puis elle lui dit qu'elle mènera l'armée au combat en son nom et défendra ce qui lui est le plus cher. Cette même nuit, alors qu'Hélène est perdue dans ses pensées, Sophia la rencontre et lui demande si elle utilisera son art du dragon contre Roland. Quand Hélène dit qu'elle le fera, Sophia sourit et propose alors son aide. Choquée d'entendre cela, Hélène rappelle à la maman du complot qu'elle est censée être neutre en tant qu'envoyée, mais Sophia admet qu'elle est aussi intéressée par cette grosse flèche noire dont Hélène profite depuis tout ce temps. Pendant ce temps, dans la tente de Roland, son assistant plaide la cause de Tigre, assurant à Roland que Tigre n'est pas un seigneur assoiffé de pouvoir comme les autres, mais qu'il essayait seulement de protéger sa patrie. Malgré cela, Roland est toujours déterminé à poursuivre la mission puisque Tigre a amené l'armée de Jekted à leurs frontières. Très tôt le lendemain, alors qu'Hélène mène l'armée à la guerre, Tigre reprend connaissance et les souvenirs de la façon dont il a été blessé par Roland envahissent son esprit. Alors qu'il ramasse son arc noir, réfléchissant à sa prochaine action, il ressent soudain une vibration, ce qui réveille Tita qui dort à ses côtés. Quelques minutes plus tard, l'arc noir commence à guider Tigre vers un lieu inconnu et Tita l'accompagne. Même quand il s'affaiblit, elle reste à ses côtés et l'assure qu'elle ne le quittera jamais. Peu après, ils arrivent tous les deux à un endroit, et sous leurs yeux, un temple antique se matérialise. Au même moment, les armées de Roland et les forces d'Hélène arrivent sur le champ de bataille et, sans perdre de temps, elles s'affrontent. De retour au temple, alors que Tigre et Tita entrent à l'intérieur, ils trouvent bientôt une statue lumineuse d'une déesse que Tita identifie comme Tirnafa, la déesse des ténèbres et de la mort. Curieux de savoir si la déesse l'avait convoquée, Tigre s'approche de la statue et demande à lui parler. À ce moment-là, la déesse prend le contrôle du corps de Tita et accuse Tigre d'être venu la voir parce qu'il avait besoin de pouvoir. Elle l'informe que pendant qu'il est ici, ses soldats se font massacrer sur le champ de bataille, puis lui demande s'il veut son aide. Quand Tigre accepte d'être aidé, Tirnafa accepte alors de l'aider, mais à condition qu'il prouve sa détermination en tirant sur Tita avec sa flèche. Alors que Tirnafa l'évite, elle lui dit qu'elle ne lui accordera son pouvoir que si son arc le reconnaît. Mais Tigre craint que tirer sur Tita ne lui coûte la vie. Réalisant que Tirnafa n'a pas l'intention de libérer le corps de Tita, Tigre pointe sa flèche vers elle. Soudain, un rayon d'énergie commence à émaner de sa flèche, et alors qu'il tire droit sur Tita, il s'arrête au contact de sa peau. Cela pousse Tirnafa à enfin quitter le corps de Tita, et une fois Tita rétablie, elle pleure car elle n'avait aucune idée de ce qui s'était passé. Mais Tigre se contente de la couvrir sans dire un mot. Après la disparition de l'ancien temple, Tigre fonce vers le champ de bataille, mais il se souvient que Tirnafa lui avait dit qu'elle attendait avec impatience le jour où il utiliserait le pouvoir qu'elle lui avait donné. Pendant ce temps, sur le champ de bataille, alors qu'Hélène et Roland s'affrontent, Hélène fonce soudainement vers la forêt et Roland réalise qu'elle essaie de l'éloigner du champ de bataille. Malgré tout, il la poursuit comme un pauvre type désespéré qui veut ses fesses. Au fond de la forêt, il continue de croiser le fer, et alors qu'Hélène s'impatiente, elle bondit dans les airs et attaque avec sa magie du vent.
À ce moment-là, Sophia se joint également au combat, et grâce à l'effort combiné de leurs pouvoirs, elles parviennent à projeter Roland avec une force incroyable. Alors qu'Hélène se demande s'il est mort, Roland fend soudainement leur attaque comme si de rien n'était et commence à avancer vers elle. Mais à cet instant, une flèche frappe son armure, et Roland est surpris de voir que Tigre a pu tirer un coup à 1 km de distance. Quand Tigre atteint l'endroit où il se trouvait et descend de son cheval, Roland lui demande s'il a vraiment invité l'armée de Skted sur leur terre. Tigre confirme que c'est le cas et Hélène explique qu'ils n'en veulent qu'au duc Thénardier, puis promet qu'une fois qu'ils l'auront puni pour ses crimes, ils retourneront dans leur royaume en paix. Malgré cela, Roland déclare qu'il ne laissera pas des insurgés circuler librement sur ses terres, puis fonce vers Tigre en maniant son épée massive à 2 mains. Même s'il saigne de ses blessures, Tigre tire sa flèche droit sur Roland et un soudain rayon d'énergie consume son attaque. Alors que Roland tente de dévier la flèche, l'énergie massive le submerge, provoquant une puissante explosion qui fend le sol en 2. Alors que la poussière retombe, Roland est toujours debout, mais il est si faible qu'il ne peut plus lever sa lame et alors qu'il admet sa défaite, Tigre s'évanouit d'épuisement. Suite à la défaite de Roland, son armée se retire après avoir perdu près de la moitié de ses soldats au combat. Cela mène à la fin de la guerre et un traité de paix est signé par les capitaines des 2 armées. Plus tard dans la journée, Tigre a un entretien privé avec Roland qui mentionne qu'il partira pour la capitale afin de rendre visite au roi. Tigre l'avertit que cela pourrait être dangereux, mais cette tête de mule s'obstine à y aller quand même pour se racheter d'avoir attaqué Tigre. Au même moment, Hélène reçoit une lettre d'un soldat de Jigted, ce qui l'inquiète. Ainsi, le lendemain, Hélène annonce à Tigre qu'elle doit retourner immédiatement à Jigted. Elle explique qu'une de ses amies, nommée Sacha, qui est aussi une Vanadis, est attaquée par une autre Vanadis, elle doit donc aller la défendre. Par le passé, elle s'était promis de toujours se défendre quoi qu'il arrive, et comme Sacha est alitée en ce moment, Hélène doit tenir sa promesse. Après avoir écouté tout ce qu'elle avait à dire, Tigre lui dit que c'est bon et promet de faire de son mieux pendant son absence. Plusieurs semaines plus tard, Roland arrive enfin à la capitale, et lorsqu'il demande à parler au roi, on le conduit dans une chambre privée. Cependant, Roland se rend vite compte que quelque chose ne tourne pas rond. Alors qu'il tente de défoncer la porte, il entend la voix de Ganelon via le système de sonorisation, l'accusant d'être un bon à rien, une masse de muscles inutile. Ganelon lui reproche d'être une déception, car il n'a pas réussi à vaincre un homme aussi insignifiant que Tigre, puis il lâche des milliers d'abeilles venimeuses sur lui. Pendant ce temps, après qu'Hélène soit partie pour Jigted avec près de la moitié des armées, Safia dit aussi au revoir à Tigre et les suit. Le même jour, Macha s'informe Tigre que Roland a été exécuté à la capitale. Au même moment, de retour à la capitale, Thénardier est furieux contre Ganelon pour avoir tué Roland. Il se demande comment protéger la frontière ouest maintenant que Roland a rejoint ses ancêtres. Mais Ganelon lui dit de s'inquiéter de sa propre frontière, sur le point d'être attaqué par les armées étrangères de Mousinel. Pendant ce temps, la soi-disant armée de Mousinel est déjà aux frontières du duc Thénardier et gagne du terrain. De tous les pays limitrophes du royaume de Brune, Mousinel est le plus gênant, connu pour envahir les nations et asservir leur peuple. Lors de leur expédition dans le royaume de Brune, ils s'introduisent dans les maisons et asservissent tous ceux qu'ils trouvent. Au total, 20 000 soldats de Mousinel sont déjà stationnés dans le royaume de Brune, attendant les ordres pour l'attaque. En réponse, le duc Thénardier se déplace vers le sud avec 7 000 soldats afin d'attirer les forces de Mousinel loin de son territoire. Cependant, il envoie aussi environ 13 000 soldats pour protéger la capitale, un lieu qu'il chérit énormément. Pendant que tout cela se passe, Tigre est dans sa tente, fixant les cartes et essayant d'élaborer un plan. Avec l'armée de Mousinel 20 fois plus nombreuse que la sienne, Tigre se demande s'il doit renforcer ses défenses. Cependant, il se rappelle que Roland lui avait confié sa Durandal avant de mourir, prouvant qu'il reconnaissait sa cause comme juste. Le lendemain, Tigre convoque ses généraux et annonce qu'ils se dirigeront vers le sud-est pour protéger ce qui peut l'être et survivre. L'un de ses généraux lui suggère alors de plutôt renforcer leur défense, mais Tigre lui répond que c'est bien inutile, car de toute façon, il manque cruellement de main-d'œuvre. Le lendemain, Tigre et 1700 hommes se mettent en route vers l'est, dans l'espoir de sauver les villes et les villages des forces de Mousinel qui menacent la région. Pendant ce temps, l'armée de Mousinel continue de capturer des esclaves, et quand l'un d'eux s'effondre, Tigre se met en colère. Son vœu le plus cher est de sauver autant de gens que possible, de venir en aide à tous ceux qui en ont besoin. Mais face à l'immense armée de Mousinel, il réalise malheureusement que ce n'est qu'une chimère, un rêve difficilement atteignable. En explorant la zone, Tigre et ses hommes remarquent un groupe de soldats de Mousinel poursuivant une esclave. Alors que la fille trébuche et tombe, les soldats s'approchent d'elle, mais ils sont abattus par des flèches plus rapides que l'éclair.
À ce moment-là, Tigre s'approche de la fille et lui demande si elle va bien, mais voyant sa peur, il lui dit qu'il est son compatriote. Après qu'il se soit présenté, la fille se sent plus soulagée et elle sourit avant de s'évanouir dans ses bras. Le lendemain, alors que l'armée de Mousinel s'apprête à camper, un messager informe le général Longface qu'ils sont suivis par environ 100 soldats de Brune. Le général Longface ordonne alors que 3000 soldats de Mousinel soient envoyés pour éradiquer tous les soldats de Brune. Ainsi, sous le commandement du général Longface, une force de 3000 soldats de Mousinel poursuit 100 soldats de Brune. Cependant, cette poursuite les mène à un goulot d'étranglement étroit où ils se retrouvent dans une impasse. Là, ils réalisent qu'au lieu de 200 soldats de Brune, ils sont surpassés en nombre par environ 6000 hommes de Tigre. À cet instant, Tigre ordonne l'attaque, et alors que ses hommes chargent les soldats de Mousinel, les lâches se terrent de peur et leur chef crie de battre en retraite. Mais avant qu'ils ne le puissent, les hommes de Tigre les massacrent jusqu'au dernier, et Tigre se réjouit que chaque soldat soit un crétin dans cet animé. Après la bataille, les hommes de Tigre récupèrent toutes les munitions utilisables sur les soldats de Mousinel morts, puis ils se concentrent sur l'affaiblissement de Mousinel par des attaques surprises répétées. En réponse aux attaques répétées de Tigre, le général Longface ordonne à Tigre et ses hommes de se montrer et comme ils ne le font pas, il ordonne l'exécution de 10 esclaves de Brune sous leurs yeux. Au fil des jours, Tigre finit par cesser d'être un lâche et se retrouve face au général Longface et ses troupes infinies. Tigre jure de faire d'eux des souvenirs pour avoir pris la vie de civils innocents, mais le général Longface ordonne à ses hommes de tirer dans la bouche arrogante de Tigre dès qu'il sera à portée. Alors que les hommes de Tigre chargent, le général Longface est convaincu que les gars de Tigre ne pourront jamais vaincre ses hommes. Pendant qu'il se vante encore, Tigre lance une flèche à 3000 miles de distance qui frappe l'affreux général à la tête, puis une autre qui touche son assistant, les laissant morts. Leur général étant mort, les forces de Mousinel perdent le moral. Alors les hommes de Tigre en profitent pour les poursuivre et mettre fin à leur vie sans valeur, tandis que certains s'échappent. En libérant les esclaves, un imbécile ingrat parmi eux commence à se plaindre que les hommes de Tigre sont en retard, mais une fille remercie Tigre de les avoir sauvés. Plus tard cette nuit-là, Tigre reçoit un rapport indiquant qu'une troupe avancée de 30 000 soldats de Mousinel, sous la direction d'un nouveau général, arrive pour eux. Pris au dépourvu par la nouvelle, Tigre réalise qu'ils sont fichus, car la dernière bataille a lourdement pesé sur la moitié de ses hommes. Le lendemain matin, Tigre emmène immédiatement quelques-uns de ses hommes pour une attaque surprise, mais il réalise qu'il est déjà trop tard, car les armées ennemies ne sont qu'à quelques mètres. Après avoir abattu quelques soldats ennemis avec ses flèches, ce n'est même pas suffisant pour les ralentir. Juste au moment où la situation commence à paraître sombre, Tigre repère une nouvelle armée en haut de la falaise, et quand il voit leur bannière, il réalise que ce sont les troupes de Laurie. Plusieurs semaines plus tard, Hélène et Lim arrivent au château de Sacha où elles sont emmenées dans sa chambre par sa servante pour la voir. Sacha est ravie de les voir, et après avoir échangé des politesses, Hélène demande qui est la vierge de guerre qui lui a déclaré la guerre. Sacha explique que c'est Fomina, la princesse éclair du tourbillon de tonnerre, qui lui en veut après l'échec d'une de leurs affaires. Furieuse, Hélène jure de reprendre le combat et de donner une bonne leçon à Fomina pour avoir causé des ennuis. Peu après, Sacha interroge Hélène sur le gars de Brune dont elle a entendu dire qu'il l'avait fait craquer. Hélène lui parle alors de Tigre et lui dit à quel point c'est un garçon fascinant. Elle assure aussi à Sacha que si Tigre s'occupe d'elle dans différentes positions, ses jambes inutiles gagneront une force énorme. Pendant ce temps, au camp muselien, leur nouveau chef, le capitaine Barbe Rouge, aux airs de Rick Ross, a hâte de connaître ses ennemis. Il a entendu dire un jour que Tigre avait une vierge de guerre canon à ses côtés. C'est un homme étrange, il ordonne donc à ses hommes d'envoyer un émissaire pour s'assurer que la guerrière est aussi séduisante que Kim Kardashian afin de pouvoir s'allier avec eux. Mais si elle est laide et plate, alors la guerre doit continuer. Au même moment, Laurie demande à Tigre s'il veut son aide et les 4000 soldats qu'elle a amenés avec elle. Quand Tigre lui dit avec empressement qu'il la veut, elle le gronde d'être trop désespéré car cela le fait paraître faible et inutile. Pourtant, alors que Tigre baisse la tête et implore son aide, Laurie lui dit qu'elle aime quand sa tête est proche de ses pêches juteuses. C'est pour cette raison qu'elle accepte de l'aider. Mais Laurie dit qu'elle aura besoin de quelque chose en retour. Elle raconte comment il a percé un trou qui a détruit la porte de la citadelle alors qu'elle l'avait renforcée pour être plus dure que l'acier, puis dit qu'elle veut qu'il lui perce un trou similaire. Mais Tigre lui montre son arc sacré, qu'il utilise pour le tir, pour dissiper toute confusion sur l'utilisation d'une autre arme. Il lui dit qu'il n'utilise l'arc sacré qu'occasionnellement, et que l'utiliser souvent lui fait perdre connaissance. Mais Laurie insiste sur le fait qu'elle veut qu'il lui fasse perdre connaissance. Elle dit qu'elle aimerait aussi voir la puissance de l'arc parfois, alors il se serre la main pour finaliser l'alliance. Après avoir vu Laurie, Tigre se dirige vers sa tente.
Mais en chemin, il croise l'un de ses généraux qui se demande pourquoi toutes les vierges de guerre veulent goûter à son bâton laiteux. Mais Tigre lui dit que c'est grâce à son visage sexy et à son charme illimité. Plus tard, Tigre apporte de la nourriture à l'esclave qu'il a sauvé des soldats muséliens et lui demande de manger avec lui puisqu'elle refusait de se nourrir. La jeune fille le remercie, puis se présente sous le nom de Régène avant de demander à goûter sa propre sauce crémeuse. Alors que Tigre lui donne une assiette de sa sauce, elle l'avale et complimente son épaisseur. Le lendemain, une vierge de guerre latina à forte poitrine a hâte de lutter sur le champ de bataille. À ce moment-là, elle reçoit un rapport d'un de ses soldats indiquant qu'une cavalerie d'environ 3000 hommes se dirige vers eux et elle sait immédiatement que c'est Hélène qui a envie de se battre. Cette vierge de guerre est Fomina, et une fois qu'elle a posté son armée face aux forces d'Hélène, la bataille commence. Pour éviter des pertes majeures, Hélène et Fomina emmènent leur combat au cœur des terres arides, et là, elles lancent de puissantes attaques magiques l'une contre l'autre. Hélène jure de faire payer Fomina pour avoir attaqué Sacha, et alors qu'elle attaque avec un tourbillon mortel, Fomina réplique avec une puissante décharge électrique et l'explosion qui en résulte projette Hélène au sol. Prête à en finir une fois pour toutes, Hélène invoque un tourbillon cyclonique, et en réponse, Fomina prépare une terrifiante décharge électrique avec son fouet. Alors que les deux attaques s'entrechoquent, une explosion dévastatrice se produit. Mais quand la poussière retombe, Hélène est toujours debout, indemne, tandis que Fomina réalise que l'attaque l'a fait reculer de quelques mètres. Cela pousse Fomina à accepter sa défaite. Mais quand Hélène insiste pour continuer le combat, Fomina lui rappelle qu'elle a une bataille plus importante à mener. Elle informe aussi Hélène qu'une armée de mousinelles d'environ 40 000 hommes prévoit déjà un raid contre Tigre et ses hommes. Il vaudrait donc mieux reporter ce combat. Pour prouver qu'elle n'attaquera pas Sacha après le départ d'Hélène, Fomina suggère de sceller un contrat l'engageant à retirer ses troupes pendant 1 an. Hélène accepte, mais à la condition que Fomina présente ses excuses à Sacha et qu'elle discute même avec elle, ce que Fomina promet de faire. Le lendemain, après qu'Hélène a raconté à Sacha tout ce qui s'est passé avec Fomina, elle ramène ses troupes vers Tigre. Pendant ce temps, au camp de Tigre, Louris suggère soit d'éliminer le commandant de Mousinel, soit de couper leurs vivres vu la taille imposante de leur armée. Comme il serait difficile de perturber leur ligne de ravitaillement, éliminer leur commandant est la seule solution. Mais Louris dit que ce ne sera pas facile car le commandant est une sacrée brute. Après que Louris a révélé son plan, Tigre lui demande pourquoi elle l'aide autant, et Louris répond simplement qu'elle espère obtenir satisfaction à sa manière le moment venu. Pendant ce temps, après avoir soigneusement exploré la zone, l'armée de Mousinel s'enfonce dans Brune et les 40 000 soldats ne se déplacent pas en un seul groupe. Ils se déplacent plutôt en 7 unités distinctes, ce qui leur permet de réagir rapidement à une attaque surprise tout en avançant. 2 nuits plus tard, au camp de Mousinel, l'envoyé revient rapporter que la Vierge de guerre exige leur retraite, car ils ont envahi Brune sans raison valable. Cependant, le capitaine Barbe Rouge au cou épais refuse toujours de battre en retraite, affirmant qu'il n'obéira jamais à une gamine, même vierge de guerre, et jure de réduire leurs armées en cendres. Cette même nuit, les armées de Tigre et de Louris occupent toutes deux les plaines proches du camp de Mousinel. Et même si les chances sont contre eux, Tigre est certain qu'ils vont gagner. Pendant ce temps, après s'être renseigné sur la taille de l'armée de Tigre et les esclaves qu'il a sauvés, le capitaine Barbe Rouge ordonne à ses hommes de les reprendre en otage. Au début de la bataille, l'armée de Mousinel poursuit les soldats de Tigre puis assiège la montagne où se trouvent les esclaves secourus. Pour gagner efficacement la guerre, l'armée de Mousinel se divise en 7 unités. Mais alors que les 3 dernières unités poursuivent les esclaves, les forces de Tigre et Louris lancent une attaque surprise pour les abattre. Quand le capitaine Barbe Rouge apprend l'anéantissement total de ces unités, il réalise qu'ils sont tombés droit dans le piège de Louris. De plus, les esclaves qu'il poursuivait s'avèrent être le général Badouin et le reste des hommes de Tigre se faisant passer pour des esclaves, et ils ont aussi rejoint la bataille. Quand Barbe Rouge entend également parler de ce coup de maître, de cette stratégie ingénieuse venant du camp de Tigre, il réalise soudain qu'il n'a qu'une grosse tête, oui, mais sans cervelle, pour élaborer un plan vraiment sensé. Pourtant, son ego démesuré l'empêche d'accepter la défaite, alors il s'obstine à vouloir poursuivre la guerre. Le lendemain, alors que la bataille continue, Tigre et Louris unissent leurs forces pour anéantir la 5e division de l'armée de Mousinel. Tandis qu'ils avancent vers la 6e division, Barbe Rouge l'apprend et envoie un messager à la 4e division, leur ordonnant de rejoindre le gros des troupes en renfort. Cependant, les 3 divisions restantes poursuivront le siège de leur forteresse. Alors que le messager part, Barbe Rouge est convaincu que peu importe l'ardeur des attaques de Tigre et ses hommes, ils finiront par s'épuiser.
Au même moment, Tigre et ses troupes commencent à se rapprocher du quartier général de Mouzinel, mais les choses prennent une tournure assez drastique lorsqu'ils se retrouvent pris en tenaille par les 3 dernières divisions de l'armée ennemie. Hélas, les hommes de Tigre s'épuisent vite, ayant combattu plusieurs jours d'affilée sans le moindre repos. Voyant cela, Tigre comprend qu'il est cuit. Pour ne rien arranger, d'autres troupes de Mouzinel chargent depuis la direction opposée, et lors de l'assaut, la plupart des hommes de Tigre se font massacrer. Pour son ultime stratégie, Barbe Rouge déploie les 6e et 7e unités de son armée afin d'encercler Tigre et ses hommes. Ce faisant, Barbe Rouge s'éloigne davantage pour se mettre hors de portée de l'arc de Tigre. Pendant ce temps, alors que Louri et Tigre tiennent bon sur le champ de bataille, la main de Tigre se met à trembler sous la douleur causée par son arc. Voyant qu'ils sont submergés, Tigre dit à Louri de s'enfuir pour se sauver, mais elle refuse, affirmant qu'elle n'est pas une lâche inutile. Alors qu'ils s'apprêtent à poursuivre le combat, une nouvelle vague d'armée surgit soudain et charge les troupes de Mouzinel avec un seul ordre, les éliminer tous. Ce sont des renforts envoyés par Machas et le reste des alliés de Tigre. Lorsque Barbe Rouge découvre que Tigre commande à présent une armée de 5000 soldats, il reste malgré tout confiant en sa victoire, car ses propres forces sont toujours bien plus nombreuses que celles de Tigre. Alors que d'autres troupes de Mouzinel arrivent, Tigre et Louri mènent l'offensive pour en tuer le plus possible, tandis que les renforts alliés continuent d'affluer. À cet instant, Barbe Rouge commence à paniquer, réalisant que Tigre pourrait anéantir toute son armée s'il ne fait pas preuve de sagesse. Il fait alors ce que tout lâche répugnant ferait. Il ordonne la retraite, ce qui met fin à la guerre, bien qu'il ait perdu plus de 6000 hommes. Plus tard cette nuit-là, Barbe Rouge réalise qu'il serait honteux de rentrer chez lui comme un lâche, alors il décide de mentir en disant que Tigre est le plus grand guerrier qu'il ait jamais vu, juste pour sauver les apparences. Pendant ce temps, au camp de Tigre, celui-ci est épuisé par les combats, et alors qu'il s'assoupit sur les genoux de Louri, celle-ci décide de le laisser dormir paisiblement à ses côtés car il s'est battu avec bravoure. Le lendemain matin, Hélène revient enfin au camp pour découvrir son homme dormant paisiblement avec Louri à ses côtés. Furieuse, elle entraîne aussitôt Tigre pour qu'il parte avec elle, mais Louri le retient, affirmant qu'une femme qui abandonne son homme dans les moments difficiles n'a aucun droit de poser une option sur lui. Plus tard, cette nuit-là, alors qu'Hélène et Tigre contemplent les étoiles, Tigre s'excuse d'avoir fait envoyer la plupart de ses soldats dans l'autre monde sur le champ de bataille. Mais Hélène lui dit de relever la tête et de s'allonger avec elle. Elle lui prend alors les mains et lui demande s'il regrette les batailles qu'il a menées. Et quand Tigre répond que non, elle lui dit que cela seul lui suffit. Le lendemain matin, alors que Tigre dort paisiblement, une guerrière nommée Valentina déchire l'espace-temps pour le voir. Alors qu'elle tente de toucher ses cheveux, Tigre repousse sa main, puis lui pelote les seins. Prise au dépourvu, elle tente de lui fracasser la tête avec son arme, mais elle se ravise car il dort encore et s'en va. Le même jour, Hélène remercie Louri d'avoir aidé son homme, mais lui dit qu'il est temps qu'elle retourne dans son trou. Mais Louri refuse, disant qu'elle ne partira pas car Tigre lui doit encore une faveur. Pendant ce temps, lors d'une discussion autour d'une table ronde, Machas mentionne que les soldats font courir des rumeurs sur quelqu'un qui ressemble étrangement au défunt prince mort au combat. Tigre pense que c'est impossible et pendant qu'ils en discutent, Bertrand amène Régène, qui veut désespérément parler à Tigre. Dès que Machas voit Régène, il se fige comme s'il venait de voir un fantôme, mais Tigre assure à Régène qu'elle peut parler devant tout le monde. Régène mentionne alors que Régène n'est pas son vrai nom, mais Régnès, et tout le monde est sous le choc, réalisant que c'est le nom du prince défunt. Quand Lim lui demande de prouver qu'elle est vraiment le prince, Régène rappelle à Tigre qu'ils se sont rencontrés il y a 6 ans. À l'époque, Tigre et Régène s'étaient éclipsés d'un festival de chasse pour chasser, et c'était la première fois que Régène voyait l'incroyable talent d'archer de Tigre lorsqu'il a abattu un oiseau. Après avoir fait rôtir la viande de l'oiseau, ils ont mangé ensemble comme des amis. Ce rappel fait réaliser à Tigre que Régène est vraiment le prince dont on parle, mort au combat, mais le choc fait s'évanouir Machas. Quelques minutes plus tard, après que Machas a repris connaissance, Régène explique que pendant la guerre, un assassin a tenté de l'envoyer dans l'au-delà, mais elle s'est enfuie pour sauver sa vie. Quand Hélène demande pourquoi elle s'est toujours déguisée en garçon alors qu'elle est une fille, Régène explique qu'elle l'a fait pour sa mère car une reine n'était rien sans descendance mâle. Avec la guerre qui fait rage, Hélène suggère qu'il protège Régène. Thénardier ou Ganelon pourraient bien tenter de lui ôter la vie, désespérés de s'emparer du trône. Elle suggère aussi de garder son existence secrète, et pour cela, Tigre souligne qu'ils doivent prouver que le roi est bien son père. Régène révèle alors qu'il existe un passage secret à Artésium, la capitale du territoire du duc Thénardier, qui mène à la chambre privée du roi et ne peut être ouvert que par un membre de la famille royale. C'est tout ce que Tigre a besoin d'entendre, il décide donc qu'ils se rendent à Artésium pour prouver que Régène est le prince.
Pendant ce temps, au fin fond des plaines, le sorcier de Thénardier a dompté plus de dragons que la mère des dragons elle-même, et Thénardier est ravi, convaincu qu'avec ces dragons, même une vierge de guerre ne pourra pas l'arrêter. Au même moment, Ganelon prépare son prochain coup, mais ayant empoisonné le roi et l'ayant rendu malade, il décide de se détendre et de voir qui gagnera la bataille entre Thénardier et Tigre. Peu après, Thénardier avance ses pions en lâchant ses dragons sur les armées de Ganelon et en les rayant de la surface de la terre. Alors que Thénardier regarde la scène se dérouler, l'un de ses soldats rapporte que Tigre et ses hommes, accompagnés du prince, se dirigent vers Artésium. Devinant qu'il cherche le passage secret, Thénardier jure de les anéantir jusqu'au dernier. Alors que Tigre et ses troupes entament leur voyage vers Artésium pour obtenir la preuve de l'identité de Régène, il rencontre l'armée de Thénardier en chemin. Pour assurer sa victoire, Thénardier sort l'artillerie lourde, mais Hélène et Louris travaillent ensemble pour la première fois pour combattre les dragons. Elles jettent tout ce qu'elles ont sur les dragons, mais deux des puissantes bêtes refusent de tomber, car leur peau est faite d'acier, et elles possèdent le pouvoir de se défendre contre les attaques des vierges de guerre. Alors que les dragons les bombardent de brasiers, Hélène intervient pour sauver Louris d'être transformée en rôti, mais dans l'action, elle se retrouve avec le dos balafré. Après 4 heures de combat acharné, les deux armées décident de se reposer et de revoir leur stratégie. En planifiant une nouvelle stratégie, Hélène se plaint que les dragons annulent leurs arts du dragon. Cependant, elle dit que même si la bataille sera rude, ils vaincront les dragons pendant que Tigre s'occupe des hommes de Thénardier. Après la pause de 4 heures, les deux armées reprennent le combat, et tandis que Thénardier affronte les armées, Hélène et Louris font face aux dragons. Sur le champ de bataille, Tigre parvient à frapper l'un des généraux à la tête, ce qui pousse le reste de l'armée à battre en retraite. Au même moment, Hélène et Louris continuent d'attaquer les dragons, et grâce à un effort combiné, elles parviennent à en abattre un. Alors que le second envoie Hélène au sol avec colère, Louris se dresse devant elle pour la défendre. Grâce à son vent, Hélène se propulse avec Louris dans le ciel, et Louris fait pleuvoir de puissants éclats de glace sur le dragon que la bête encaisse sans broncher. Mais à ce moment-là, Hélène charge en plein vol, brandissant sa lame, et en atterrissant, elle poignarde le dragon en plein dos. Une seule attaque ne suffisant pas, elle libère la puissance de son tourbillon à travers sa lame, ce qui déchiquette le dragon en morceaux. Au coucher du soleil, Hélène et Louris se reposent après avoir vaincu les dragons, espérant que Tigre pourra mettre fin à la guerre sur le champ de bataille. Quelques jours plus tard, après la fuite des troupes de Thénardier, Tigre et ses hommes s'installent dans un nouveau village. Pendant que les filles se promènent dans le village, elles décident d'aller voir comment va Tigre dans sa tente. À leur arrivée, elles le trouvent endormi comme un ours en hibernation, alors Hélène suggère de le réveiller. Mais vu son sommeil profond, Hélène comprend que les méthodes habituelles ne marcheront pas. Elle révèle que Tigre lui a dit qu'il se réveillerait toujours s'il sentait un animal sauvage. Tita prévient que cela ne fonctionne que quand Tigre chasse, mais Hélène l'ignore. En grimpant sur Tigre, elle libère sa soif de sang, et Tigre réagit immédiatement en la plaquant au sol, pensant qu'il s'agit d'un animal sauvage. Les mains fermement posées sur son fessier, Hélène est surprise par sa réaction, et Tigre la relâche, tout embarrassé. Pendant le petit déjeuner, Tigre rappelle que le plan est toujours d'aller à Artésium pour trouver le passage secret et valider la lignée de la princesse Régène. Lorsque Tigre demande à Régène ce qu'il devrait s'attendre à trouver sous la ville d'Artésium, Régène lui explique que d'après ce que lui a dit son père, l'objectif principal est de localiser la grotte sacrée, car c'est le seul objet qui pourra prouver qu'elle est belle et bien de sang royal. Pour atteindre la grotte sacrée, il y a 3 entrées, et la plus proche se trouve dans le temple de Mosséa. Le lendemain, ils arrivent au temple de Mosséa, et après avoir déplacé une statue massive, ils pénètrent enfin dans la grotte souterraine. Après avoir marché longtemps dans le tunnel, ils tombent sur une peinture ancienne, et Régène comprend aussitôt que la grotte sacrée est proche. Soudain, Tigre et Hélène sentent un ennemi, et alors qu'ils chargent pour attaquer, ils réalisent qu'il s'agit de Thénardier et de son armée. Thénardier et ses hommes ont suivi le second chemin dans le tunnel, et en brandissant sa puissante arme, il jure qu'aucun d'eux n'en sortira vivant. Immédiatement, Bertrand s'enfuit avec Régène pour la sauver, tandis que Tigre, Hélène et le reste de leur armée affrontent Thénardier et ses hommes. Après avoir brisé la défense de Thénardier, Hélène l'attaque lui-même, mais sa lame massive l'empêche de résister à ses contre-attaques écrasantes. Soudain, la pression de la bataille affecte le tunnel, provoquant l'effondrement des parois. En conséquence, Thénardier ordonne immédiatement à ses hommes de battre en retraite, mais son second est déterminé à en finir avec Tigre. Après avoir demandé au chauve de s'échapper avec Hélène, Tigre braque son arc sur le type, mais alors qu'il tente de lui tirer une flèche, celui-ci la dévie sans effort. L'homme s'approche alors de Tigre pour l'achever, et avant qu'Hélène ne puisse le sauver, un énorme rocher tombe, l'empêchant de l'atteindre.
Alors que l'homme frappe, Bertrand se sacrifie pour sauver son maître et quand des heures plus tard, Tigre se réveille du choc, il réalise que le second de Thénardier est mort. Il découvre aussi que Bertrand a été gravement blessé en le sauvant et dans son dernier souffle, Bertrand lui dit que le servir fut son plus grand honneur. Pendant ce temps, Hélène et les autres parviennent à s'échapper de la grotte, mais ils remarquent soudain un puissant faisceau de lumière noire dans le ciel et Hélène sourit, comprenant que Tigre est vivant. En se précipitant vers la source lumineuse, ils découvrent un cratère massif et au fond, Hélène aperçoit Tigre gisant inconscient. Elle se précipite immédiatement vers lui et alors qu'elle tente de le réveiller, elle trouve aussi le cadavre de Bertrand. Plus tard cette nuit-là, de retour au camp, il pleure la mort de Bertrand, mais Tigre, qui a enfin repris connaissance, est le plus affecté par la perte du fidèle vieil homme. Perdu dans ses pensées, Tigre entend la voix de Tirnafa lui demander avec enthousiasme s'il a réussi à maîtriser ses pouvoirs. Il se rappelle que, coincé dans la grotte, il s'était frayé un chemin par magie en tirant un rayon d'énergie noire vers le ciel. En fixant le ciel, il se demande comment il a pu libérer une telle puissance, mais la douleur d'avoir perdu Bertrand l'accable, l'empêchant de réfléchir. De retour au présent, Hélène entre dans sa tente et quand elle lui demande quel est son plan, Tigre lui dit de revenir le lendemain pour en discuter. Mais Hélène exige qu'il parle sur le champ et suggère d'arrêter la guerre, car elle pense que Thénardier pourrait accepter de négocier un traité de paix. Cependant, elle ajoute que peu importe sa décision, elle doit mener ses combats car elle met un point d'honneur à les terminer. En entendant cela, Tigre se souvient qu'une fois sur le champ de bataille, il avait aussi juré à Louris qu'il était tout aussi fier de sa médaille. Plus tard cette nuit-là, Hélène révèle à Tigre qu'une autre raison pour laquelle elle a aidé à défendre l'Alsace était qu'elle y voyait une route commerciale potentielle. Elle lui dit que se battre n'est pas le seul moyen de protéger une ville, et Tigre a alors une révélation où il visualise parfaitement toute la route commerciale possible depuis l'Alsace. Rien qu'en restaurant la route reliant l'Alsace à divers royaumes, celle-ci pourrait devenir une plaque tournante du commerce international à l'avenir. Hélène lui explique que la guerre n'est pas le seul moyen d'enrichir son territoire, et Tigre la remercie de lui avoir ouvert les yeux sur cette opportunité qu'il ne voyait pas. Le lendemain, le premier ministre du royaume rend visite à Tigre dans son camp. Après avoir reconnu Régène comme la princesse du royaume, il annonce à tous que le roi va beaucoup mieux. Il révèle aussi que le duc Ganelon empoisonnait le roi, puis demande à Tigre ce qu'il compte faire désormais. À ce moment, Tigre déclare qu'il a l'intention de combattre Thénardier et de l'abattre pour sauver l'Alsace. Après l'avoir écouté, le Premier ministre suggère d'emmener la princesse à la capitale car le roi pourrait mourir. Tigre sait que Thénardier fera tout pour les empêcher d'atteindre la capitale, mais il est prêt pour l'ultime duel. Le lendemain, l'armée de Tigre et les forces du duc Thénardier s'affrontent dans les plaines sombres de Mérivelle. Alors que la bataille fait rage, les deux armées s'affrontent férocement, sans aucune peur de la mort, et après le décès de son second, Thénardier prend personnellement le commandement de son armée. Pour en finir, Thénardier et Tigre choisissent un duel à mort, mais Tigre veut savoir pourquoi il a attaqué sa patrie. Thénardier explique qu'avec l'Alsace, il aurait pu empêcher l'ingérence de Joktide et prendre le trône aurait été facile. Lassé de ce visage de Frankenstein, Tigre jure de ne jamais lui pardonner cette attaque contre sa patrie, tandis que Thénardier jure aussi de venger la mort de son fils. Alors qu'ils se préparent tous les deux pour le duel, Tigre, en visant Thénardier, se remémore la mort de Bertrand et la rage ainsi que les sombres pouvoirs de Tirnafa l'envahissent complètement. Soudain, Hélène le frappe pour le ramener à la raison et l'avertit de ne pas se laisser consumer par sa haine. À ce moment précis, Tigre prend conscience qu'il était sur le point de succomber au pouvoir obscur de son arc sacré. Alors, il se libère de toute la colère qu'il ressentait, et ce pouvoir sombre se dissipe peu à peu. Alors qu'il s'approche de Thénardier, il prend une flèche de son carquois, mais Thénardier se moque de lui, le traitant comme un simple gibier qu'il s'apprête à chasser. Pourtant, Tigre lui assure qu'une seule flèche suffira pour le vaincre. En visant Thénardier, il implore l'aide de la déesse du vent. Alors que Thénardier charge, espérant décapiter Tigre, celui-ci lâche sa flèche et porté par la force du vent, elle traverse la lame de Thénardier pour le frapper en pleine tête. Alors que Thénardier gît au sol, fixant le ciel, la dernière personne qu'il voit est Tigre avant de rejoindre ses ancêtres. Avec la mort de Thénardier, la guerre prend fin, et Tigre est accueilli en héros à la capitale avec la princesse Régène. Arrivé au château, le Premier ministre les mène à la chambre du roi où il trouve Sophia au chevet de sa majesté. Le roi, partiellement rétabli, demande pardon à sa fille Régène pour ne pas avoir été un bon père pour elle. Quant à Tigre, le roi lui décerne le plus grand honneur du pays pour avoir sauvé sa fille ainsi que son trône. Quelques jours plus tard, le roi s'éteint paisiblement, laissant Régène hériter du royaume en tant que son successeur.
Commentez Tigre si vous avez vu ce récapitulatif jusqu'au bout. Et si vous aimez ce contenu, abonnez-vous et regardez la suite.